Alors là, on va parler encore loin, mais quand il y a eu le procès en 1919, bon, le procès de l'assassin de Talat Pacha, qui était le grand vizir, le Premier ministre, donc turc, on a présenté des pièces d'accusation. Bon. Vous allez me dire, bon, comme dans les films américains, par ailleurs, ça n'a rien à voir, il y avait un ambassadeur américain qui s'appelait Morgenthau, vous connaissez ça? Morgenthau, qui a fait le plan Morgenthau, de la famille Morgenthau, des banquiers, qui était ambassadeur jusqu'à la rupture des relations en 1917. Bien. Alors, eh bien, les télégrammes accusateurs du grand vizir, disant qu'il fallait massacrer les Arméniens, il envoie ça par la... Il demande de massacrer par un télégramme postal. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas moi. Massacrer tous les Catalans. Je ne sais pas, je vais à la poste, massacrer les Catalans. Bah, le problème, c'est que c'est bien écrit, c'est écrit en turc. Hein. Mais la date est chrétienne à chaque fois. Hein. Je ne sais pas comment vous dire. Il a pris le calendrier chrétien orthodoxe. Or, le Premier ministre, le grand vizir Talat Pacha, était musulman. En général, un musulman n'est pas le calendrier chrétien. Voyez. On pense que ça a été fait par des gens qui travaillaient à l'ambassade américaine, voyez, ensuite, et qui ont obtenu un poste d'ailleurs à l'université après. N'empêche que partout, vous voyez Vernochet, par tout ça, tout le monde vous parle du massacre des Arméniens, voyez-vous ce que je veux dire. Et on en parlera. Pourquoi? Parce qu'il faut que les Turcs payent. Mais les derniers tournants ont dit les Turcs et EET, les Allemands complices. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les Allemands qui vont payer les Arméniens, c'est-à-dire les arrière-petits-fils des Arméniens. Est-ce que vous voyez? Vous avez de l'argent. Ça m'est arrivé récemment, encore aussi, mais j'ai eu des gens qui me demandaient de l'argent toute la journée. J'ai besoin de m'acheter ceci, mon fils il me pose là. Bon, il y a papa, je suis grec, mais il y a papa là-haut, qui a sa Mercedes. C'est un joli nom espagnol d'ailleurs, vous voyez? Mais il faut qu'il paye, vous voyez ce que je veux dire? Et il paye, parce qu'il peut, parce que lui, il paye, parce qu'il sait qu'il peut payer, et que de toute façon, disons, il sait que ceux qui payent s'effondreront. Est-ce que vous voyez? Ça ne peut pas continuer. Comme je peux vous donner, bon, donne-lui de l'argent, ben, je sais bien, mais ça ne va pas durer, quoi. Et ça ne durera pas. Alors imaginez, imaginez la jeunesse d'aujourd'hui, par exemple. Quand vous voyez la Grèce, par exemple, alors, bien sûr on défend les Grecs, moi je ne défends pas les Grecs, hein, je vous dis aussitôt pourquoi. Les Grecs demandent aux Allemands de la guerre, des réparations pour des vols. Et le procès Nuremberg a au contraire blanchi les administrateurs financiers allemands pour avoir, parce que ça n'avait rien à voir avec la chambre à je ne sais quoi, voyez, parce que justement il y avait des témoignages qui ont été donnés par les Suédois, etc., en disant que les Allemands avaient épargné la famine de la Grèce, avaient même relevé les finances grecques. Ils sont quand même partis d'Athènes en laissant un métro. Vous allez me dire, bon, ils n'étaient pas là pour ça. Est-ce que vous croyez que si c'était l'inverse, que vous auriez des millions de Grecs occupés l'Allemagne, ils laisseraient quelque chose avec la mentalité de, comment on appelle ça, de se mettre à des milliards de dollars Parce que les Grecs, vous comprenez, se sont pris dans une machine, voyez-vous, avec la Goldman Sachs, etc., qui leur a prêté, voyez-vous, en leur disant, vous, de toute façon, votre système est nul, comme on dit, hein, jeunesse. C'est le système dont j'entendais parler avec monsieur, comment il s'appelle, Papandréou, ancien ministre socialiste, qui avait dit en public, je me rappelle très bien, je l'ai lu à un moment-là, je ne sais pas où est passé le budget. C'est quand vous avez un pays où le Premier ministre vous dit je ne sais pas où est passé le budget, ça veut dire que c'est un pays qui vole. Mais oui, enfin je veux dire qui vole dans le sens, pas d'Icare, quoi. Oui, qui vole dans le premier sens. Alors donc, ils ont vu que les grands financiers ont vu qu'ils n'avaient rien à perdre avec eux, puisqu'ils étaient déjà crevés, si je puis dire. C'est un tonneau crevé. Mais ça permettait de quoi faire? D'affaiblir quel pays? Ça permet d'affaiblir le pays européen le plus puissant. Est-ce que vous voyez? Qui est obligé de se saigner, c'est pas nous qui payons, de se saigner. Alors on dit, premier jour, M. Hollande et Mme Merkel sont d'accord. Moi je viens d'acheter je l'ai toujours les Échos, on vous dit divergence. Ben oui, parce que Hollande dit payer, Merkel dit non. Et on ne peut pas tout payer. Vous comprenez? Moi, ça m'arrive quelquefois de dire, bon, vous voulez quelque chose, prenez-le. Mais je dis, prenez pas tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ça m'arrive quand même, je dis non, puis après je dis oui, puis après bon.
Oui, un peu, si vous voulez. Bon, voilà, d'accord, je me passerai quelque chose. Bon, parce que je voulais 500 euros, 10 euros, bon, prenez si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Je ne dis pas ça à tout le monde, mais quelquefois, ça m'arrive. Je ne devrais pas, disons. Mais ça m'arrive. C'est pour ça que je m'étais riche, mais disons, bon, il y a ça. Et Mme Merkel, c'est pareil. Vous voyez, bon, vous voulez ça, allez-y, allez-y. Voyez. Et alors là, c'est bien coloré. Ils ont pris soin, comme en Ukraine, de faire miroiter l'opposition de droite. Vous avez vu, c'est populaire, populiste. C'est le même mécanisme. Comme ils ont fait avec les soi-disant, oui, les soi-disant nazis ukrainiens. Bon, il est certain que quand j'étais bombardé à Toulouse, hein, ceux qui tenaient la flaque, la défense antiaérienne, c'était les Ukrainiens. Ce n'est pas les Allemands qui tenaient. L'armée russe et ukrainienne faisait 20% des effectifs de la Wehrmacht armée. C'était 20% d'Ukrainiens ou de Russes. Et un peu de, vous saviez ça, non? Et un peu de Turkmènes. Alors, comme les types avaient ressemblé à Poutine, comme ça, ils disaient les Mongols. On n'a jamais vu de Russes. Alors, on les voyait comme des Mongols. Ouais. Oui, 20% étaient des Russes. Oui. Oui. D'ailleurs, les seuls cas de viol de l'armée allemande, je crois qu'il y en a 2, 4. Non, mais quand même, c'est quand même aberrant. Il y a 4, je crois qu'il y a 4 cas. C'est dans les Landes, des Russes, qui ont été fusillés aussitôt. Hein. Quand il y avait un cas de viol, écoutez, moi j'ai connu un type Fenet qui commandait les volontaires français à Berlin, et je sais que moi j'étais con, mais moi je n'avais pas d'avis à donner. Il a fait fusiller un de ses camarades parce qu'il avait volé un sac de pommes de terre. Alors ne me parlez pas des pillages, est-ce que vous voyez? Oui, il a été fusillé. Le pauvre, c'était un... Je ne me rappelle pas, ses camarades l'en voulaient, même le gars de catalan, Anthony, dont je vous ai parlé, l'en voulait, oui. C'était, bon, il est considéré comme un pillage. Bon. Alors, quand on vous raconte ça, non, ils ont bien fait les choses. Ils ont, vous savez, ce qui se passe est préparé, comme une pièce de théâtre qui est préparée. Donc, on soigne les costumes, si vous voulez. Voyez, la population, si écoutez, moi, non, je parle de la Croatie que je connais. Quand les Allemands sont rentrés en Croatie, hein, toutes les routes étaient couvertes de fleurs. Les Allemands sont rentrés en 1941 avec des fleurs. Avec des fleurs. Ben, vous savez ce que c'est que des fleurs, je sais pas comment. Ils sont venus avec des fleurs. Bon. Parce qu'on ne voulait pas des Serbes, on ne voulait pas tout ça, etc. Bien. Et puis la Croatie faisait partie, la cavalerie croate faisait partie des armées impériales, dans Schiller, dans de Wallenstein, il y a le chant des Croates, etc. C'était ça. Quand je vais dans la campagne, par exemple, on me présentait une paysanne, ça m'arrivait quelquefois. Bon, c'était pour tirer les cartes, monsieur. C'était pour. Monsieur, oui, mais il parle, pour me dire que j'étais un petit bien. Vous savez, Pierre, il parle allemand. Alors, ah oui, mon Dieu, les Allemands m'ont sauvé, il me dit, en 1951, ils m'ont amené à Hambourg, des paysannes. Alors, on vous parle des massacres. C'est pas possible que des peuples massacrés vous parlent comme ça, voyez-vous. Remarquez, vous voyez, on prend les Croates pour des massacreurs, c'est vrai. Bon. Mais je veux dire que, quand on voit cette capacité de, comment vous dire, de tromperie aujourd'hui pour les Ukrainiens, si vous aviez, par exemple, les Allemands rentrés en Ukraine aujourd'hui, c'est toute la population qui est derrière, bien sûr. Mais le régime russe tient aujourd'hui à cause de la coopération allemande. Mais bien sûr, Schröder, vous connaissiez Schröder, vous vous souvenez de Schröder, dont le père est mort en Roumanie, je crois il a 3 ans de moins que moi, il est né en 1944, son père est mort en 1944, son père l'a pas vu, je crois. Eh bien, Schröder, qui est un homme d'ailleurs qui était un fils de l'enseignement technique, enfin, il est formé par les écoles techniques allemandes, mais il a fait des universités ouvrières pour arriver au poste de chancelier. Est-ce que vous avez l'exemple ici d'un type qui sort de là? Non, non. Ben, vous avez vu comment a été Schröder. Bon, il était critique allemand parce qu'il avait une femme jeune. J'avais raconté que Socrate aussi avait une deuxième femme jeune. Enfin bon. Et oui, il y avait une hôtesse de l'air qui était plus jeune. Et c'est-à-dire sa première femme était militante politique. Il avait la tête comme ça, quoi. Bon, voilà. Bon, je sais pas que je le comprends. Enfin, aussi, je le comprends. Bon, Schröder, qu'est-ce qu'il a fait après avoir été vidé, remplacé par Merkel? Eh bien, vous savez ce qu'il fait. Il tient une compagnie. Voilà, oui. Oui, il tient le conglomérat du gazoduc. Ça veut dire donc que le gazoduc quand le gazoduc est administré par un ancien chancelier d'Allemagne, ça veut dire que la Russie est avec. Voyez. Et c'est ça qui fait justement, la rage américaine sur l'Europe. Parce que si c'est ça, c'est pas la peine d'avoir fait la guerre de 14, vous comprenez? Je dis bien la guerre de 14, la deuxième n'étant que la suite de la première. Dans la guerre de 14, ils ont pris les Russes pour eux. L'Angleterre a pris la Russie pour elle-même. Parce qu'ils avaient déjà viré pas mal de gens. C'était atroce.
ils ont câliné le tsar en même temps qu'ils nourrissaient vous le savez, ceci les révolutionnaires, tout ça, vous voyez, par l'argent, vous connaissez cela. Dans ces livres même, c'est marqué, vous voyez, là, oui, tout ça. Oui, qu'est-ce que vous voulez vous dire et ça, ils ne le supporteront pas. Une des causes du conflit qui va venir, c'est ça. Et l'Ukraine est justement une épine dans le pied de ça. Vous comprenez? C'est pour faire une division entre l'Allemagne et la Russie. Et nous, naturellement, on marche. Parce qu'on dit aux Français, si les Allemands deviennent trop forts avec les Russes, qu'est-ce que vous allez devenir? Ah ben, alors l'autre Hollande, qui était déjà en tenue blanche à la maçonnerie, il va dire oui, d'accord, il n'y a pas de problème. On marche. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a une catastrophe ici. Vous comprenez? Donc on leur dit, vous savez bien qu'il y a la catastrophe dans quelques années. Oui, d'accord, donc on fait exactement ce que vous voulez. Vous voyez? Ce que vous voulez. Oui. Et alors le peuple est chloroformé, mais quand il sera... on va, disons, l'exciter pour ensuite mettre une sorte d'OTAN, c'est-à-dire que l'OTAN va certainement venir rétablir l'ordre en France, voyez-vous, mais ça sera un OTAN américain. N'oubliez jamais, j'ai fait une thèse, je m'excuse de dire ça, j'ai fait une thèse pour quelqu'un d'autre, mais ça j'en ai fait plusieurs. Fierro, dont je vous ai parlé, le catalan, hein, on s'était réunis entre des camarades des chartistes, hein, et puis le père de mon filleul qui est un bon graveur. Hein. Et puis il y avait Alfred, il y avait tout le monde. Mademoiselle de Winter, je n'avais pas revu depuis 40 ans, 50 ans, toujours aussi distinguée, etc. Une fille de la Lorraine. Bon, elle dit d'Ortiguet était moins excité qu'avant, vous voyez, bon. Elle était là. Oui, moins, pas excité, il m'a dit, il est moins dur qu'avant, ça est moins dur qu'avant. Bon. On a dit Alfred, tu as fait combien de thèses pour les gens? 12. Et de Winter, je lui dis, c'est son nom de jeune fille, hein, de Winter, je lui dis, l'hiver quoi, de Winter, je lui dis, donc 4 pour la Sorbonne, c'est ça? Et il dit oui, 4 pour la Sorbonne. Il se faisait payer, ça on dit que ce tempérament catalan, il s'était fait payer en liquide, hein, voyez? Je m'excuse de dire ça, ça fait un peu, il s'est fait payer en liquide, hein, ouais, parce qu'il voulait acheter son appartement, il s'est acheté comme ça, et je me rappelle comment c'est arrivé. Enfin, vous n'allez pas croire que quelqu'un a fait une thèse pour autrui. 12. Et je me rappelle la première, je peux vous dire la première, c'était en 74, et sa mère était française, institutrice, son père était un cadet de Barcelone, des cadets de la République, et distingué, bon, tout ça, et un jour, il avait épousé une Tchadienne, il était athée, mais enfin, il était devenu musulman, quoi, avec la circoncision, etc. Et alors, il était en boubou, vous savez comme sont les... C'est quand même son nom d'abord un type en boubou. Enfin, oui, bon. Enfin, il était comme ça, c'est Alfred. Et puis, tout d'un coup, j'entends quelqu'un qui frappe, c'était 10h du soir, j'allais retourner chez moi, il craque la porte, il me dit, c'est un con, enfin c'est un imbécile qui m'appelle. Ah, tiens, il me dit, c'est un gars d'Alexandrie, qui venait d'Alexandrie, il me demande, je l'ai vu l'autre jour à la Bibliothèque nationale, il m'a demandé de lui faire des travaux sur l'ancien français, à l'histoire. J'ai compris qu'il ne connaissait pas l'ancien français. C'est pour une thèse à Lyon. Alors je lui ai dit, écoutez, ne m'embêtez pas de me poser des questions si vous ne comprenez rien. Ça, c'est un peu le catalan qui apparaît à ce moment-là. Si vous voulez, eh bien écoutez, je vous fais la thèse, vous me payez. Le gars a dit oui. Et sa mère est bien à ce moment-là. Et elle dit, alors madame, il paraît que l'on parle d'un Pierrot, on parle donc de ce monsieur-là qui vient, comment il s'appelle, le type d'Alexandrie, là. Oui, et vous savez, elle me dit avec l'accent du Tarn, de chez moi, elle dit, pas toulousain un peu quand même, elle dit, oui, alors je lui ai demandé, mais vous savez qu'il fait des fautes d'orthographe même. Oh, je dis, oui, enfin. Mais je lui dis, mais vous ne connaissez pas l'ancien français, comment vous allez faire quand vous allez être nommé à Lyon? Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu à cette femme? Eh bien, je l'apprendrai avec les élèves, non? Qu'est-ce que vous feriez, non? C'est une occasion de l'apprendre puisque vous l'enseignez. Alors vous voyez, dans quelle main on met les gens? Vous voyez? Autrefois, ça n'aurait pas été possible. Non, il aurait été surveillé. Mais maintenant, on a suffisamment cassé l'enseignement, cloisonné, vous voyez, les disciplines, pour... et puis, bon, vous savez, vous êtes au courant, ça, la maçonnerie étant importante, un fille qui est dans la maçonnerie ne va pas critiquer son collègue, vous comprenez? Non. Mais c'est ça, je l'apprendrai avec les miens. Alors moi, je croyais que c'était le premier. Et je vais voir un gars qui était un Alsacien qui était à la librairie
alors comment ça s'appelle, Livry Place Saint-Sulpice, l'éditeur vient de m'échapper, je le raconte, je connais un chartier, oh mais je lui dis, moi il dit j'en ai fait, je crois, j'en ai fait, je ne me rappelle pas le titre, j'en ai fait, et il m'a dit, pour des gens de la Sorbonne, je me rappelle, ouais. Je crois que c'était Muller, un catholique, d'ailleurs, très, comment vous dire, très érudit, mais un simple érudit, un homme qui n'avait aucun titre universitaire, mais il connaissait l'allemand impeccablement, vous voyez, voilà. Et l'hébreu, et l'arménien. Il m'avait dit que ce qu'on appelait l'hébreu, c'était exactement de l'arménien renversé. Ah, je me rappelle très bien. Oui, je me rappelle très bien de ça. Oui. Ah bon, je dis oui. Ouais. Oui, oui. Il s'appelait Muller. Ouais. Muller. Ouais. Et voilà. Donc, bon, c'est pas que je veuille vous mettre en garde contre les titres, mais disons que, oui, c'est quand même alarmant. Vous voyez, la mauvaise foi, je veux dire. Le degré de mauvaise foi. Vous disiez qu'il y avait une pression. Il faut une force intelligente pour faire ça, évidemment. Voilà, écoutez, je ne vais pas vous. Il faut revenir à la maison. Je vais vous. On va. Et quand vous dites que vos ennemis, ou enfin, le terme que vous avez employé, vos adversaires. Oui. Qui c'est nos adversaires donc? C'est-à-dire, nos adversaires, ce sont ceux qui veulent supprimer ce qui reste de liberté humaine. C'est tout. Voilà. Mais au nom de quoi c'est... Alors là, je crois que c'est sans but, à mon avis. Parce que on pourrait croire que c'est une communication avec un être. Je crois que c'est un destin, si vous voulez. Je crois que sont des gens qui sont qui ont perdu leur âme, quoi, si vous voulez, et qui sont destinés à disparaître, et qui disparaissent avec la création qu'ils mettent en place, voyez-vous. Cette création, dans leur esprit, c'est pour dominer et profiter, mais en réalité, c'est comme le corps parasite, si vous voulez. Il tue le corps qu'il parasite, et il meurt avec. Bon, c'est simple à comprendre. Je l'explique à des enfants, vous voyez. Oui. Vous comprenez, moi je me rappelle... Je me rappelle par exemple d'un garçon, un monsieur qui, comme les gens dont je vous parlais tout à l'heure, il s'est pendu dans sa belle librairie. C'était un homosexuel, un juif homosexuel, qui était à côté des Orfèvres, un petit ami de Thomas Mann. Ah oui, Flinker. Il était tellement arrogant qu'il m'a dit, Monsieur d'Ortiguet, je vais chercher les livres à Vienne, moi. Bon, ben j'ai dit, moi aussi, j'irai à Vienne. C'est comme ça que j'ai la Vienne, oui, j'ai la Vienne. Et un jour, je reviens comme ça, et il me dit, qu'est-ce qu'il me dit je voulais me parler de quelque chose qui était... Ah oui. Il me dit, me parle, je le vois dans le noir, c'est-à-dire il n'avait pas éclairé la boutique, et je lui dis, Monsieur Flinker, je vous reconnais, Monsieur d'Ortiguet, il n'a pas dit, je suis d'Ortiguet, oui, je vous reconnais, enfin, je vous reconnaîtrai partout. Il m'a dit, j'entends, bon, ben, oui. Et puis il se met à me dire, vous voyez, c'est ça le parasitisme, il se met à me dire, me jugeant, vous voyez, quand je faisais un peu de philo, à ma tête, il se dit, ça c'est un type qui a une tête un peu catholique, vous voyez, enfin dans le sens, vous voyez, hein, le goy. Hein. Et il dit, tout d'un coup, il se met on le voit la manière dont habillé, vous voyez. Hein. Et puis il me dit, il se met à me faire un éloge, en articulant la mâchoire, en articulant la mâchoire, il me parle de l'Empire romain catholique apostolique. Et de Marie-Antoinette. Vous savez que mon ami Thomas Mann, ton petit ami donc, a écrit quelque chose sur, et puis je le vois devant moi, il se plante devant moi comme ça, vous voyez, les mains derrière le dos, il se met à articuler bien, en français, hein. Tac, 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 tac. Je dis c'est bien, je n'ai pas dit refaites-le, mais je dis c'est bien. Et il me dit, qu'est-ce qu'il me dit il me dit, il m'avait donc voulu me flatter. Et puis arrive le second acte toujours, c'est l'humiliation, vous voyez, deuxième acte d'humiliation. Alors je lui dis, il voyait que je regardais les bouquins, hein. Bon, je devais avoir 30 ans, peut-être 30-35 ans. Il voyait les bouquins, et il me dit,
En général, le libraire dit oui, ça c'est, ou ça vous intéresse, ou vous leur dites je peux vous l'acheter, eh bien non, c'est retenu malheureusement, mais je peux vous le trouver, vous voyez. Il dit ça c'est pas pour vous, il me dit, c'est pour des professeurs de l'université. Bon. Ah, je dis oui, en effet, oui, ils ont besoin d'apprendre, je dis oui, en effet, oui. Bon, et je dis bon, ben, je l'ai appris comme ça. Et vous voyez, j'ai retenu de cette, ça vous sera peut-être anodin, mais que, voyez-vous, ces forces-là, ceux qui sont pénétrés comme ça, ceux qui ont, on pourrait dire, volonté de puissance, oui, ils font ça par imitation d'autrui, voyez-vous, ils jouent à être ceci, ils jouent à être cela, ils jouent à être, c'est Strauss-Kahn qui joue à être président de la République, si vous voulez. Vous comprenez? Bien sûr qu'il a des qualités personnelles, mais c'est des qualités à l'intérieur de son milieu. C'est une sorte de ghetto général. Et il fait ça comme à tous les niveaux, que ce soit le plus petit type. Il n'a aucune capacité particulière. Bon, bien sûr, je reconnais que bon, Messant qui lui aussi, bon, Messant qui était à la, vous savez que Messant, il était à la maçonnerie. Vous connaissez Thierry Messant, non? Qui était à la maçonnerie. Oui, il était à la maçonnerie. Enfin, moi, la vie, il est toujours, mais enfin, il était à la maçonnerie. Ah, vous savez à quoi je le vois? C'est quand c'est le côté républicain, enfin, ah oui, c'est le, ouais, c'est ça, républicain. Alors il est là, bon, je trouve un type très sympathique, hein, bon, très sympathique. Il est bien, oui, non, il est bien. Il est bien, il analyse bien, hein, c'est un gars qui analyse bien, c'est un type de Bordeaux, vous voyez, qui est homosexuel aussi, bien sûr. Et tout ça. Et alors, oui, enfin tout ça, c'est... Oui, mais tout ça, vous savez, c'est quand même très impressionnant. Non, mais c'est quand même impressionnant. Moi, je me rappelle, bon, à la librairie, quand j'étais chez les gaullistes, donc, il y avait un gars qui venait nous voir, il est mort maintenant, et moi, je n'avais pas remarqué qu'il était comme ça. Bon, c'est une copine qui est tunisienne, qui maintenant travaille à Bahreïn, qui est mariée à Bahreïn, qui me le dit. Elle me dit, t'as pas vu qu'il est comme ça? Et puis elle dit à ses copines qui étaient tunisiennes, oui, j'ai vu machin, il était en train de battre un bico. Ouais, comme ça, vous voyez, le genre de truc. Et alors, il m'amène, je n'avais pas remarqué, parce que, bon, c'est pas qu'à l'époque on était innocent, mais on ne pensait pas, c'était pas évident, vous voyez ce que je veux dire, on ne pensait pas à ça. Il me raconte, après, quand il s'est aperçu, le fait d'être venu avec cette copine, il a compris qu'il avait été découvert. Bon. Mais ce monsieur, avant que je parte en Tunisie, ah oui, je tiens à vous dire autre chose, pour vous récompenser encore. Avant d'aller en Tunisie, me dit, je vais te montrer quelqu'un de Quai d'Orsay. Bon. Alors, je le vois frétiller, comme on dit, comme un poisson, vous voyez. Et je vois un gars du Quai d'Orsay qui vient, mais un type de classe, quoi. Enfin, pas le portier, quoi. Le portier peut être intéressant, comme l'ambassadeur russe, vous savez, c'est lui qui dirige. Non, mais enfin, disons que c'est ce qu'on disait autrefois, le portier, c'est l'ambassadeur. Mais, du coup, il me dit, le gars venait de m'offrir du thé, mais vous savez, vraiment, je ne pensais pas du tout, mais pas du tout, peut-être ça le secret de ma santé, pas du tout à une question, non mais, un type me drague, mais ça paraissait incroyable. Non mais ça me paraît incroyable. Et il est à côté de moi, puis il lui dit, il était devant, comme vous voyez, Jean-Philippe, il m'a dit, regarde-le dans les yeux. Enfin, j'ai compris, vous voyez, que c'était un gars qui était comme ça. Et après j'ai compris, bon, quand il suffit de me le dire, comprendre. Oui, je tenais à vous dire quelque chose, mon Dieu, j'ai oublié. Ah, mon Dieu, c'est embêtant. Ah là là, ah oui, à ce moment-là, je partais en Tunisie et je racontais quelque chose donc, sur cette période-là. J'avais comme camarade de classe un homme qui est mort depuis. J'ai eu beaucoup de camarades qui sont morts, qui avaient de bons postes. Hein. Oui, mais comme je me permets de dire, je souris comme vous. C'est parfois un peu suspect, quelquefois. Ouais. C'est vrai, un camarade qui travaillait chez Pompidou, par exemple, qui avait été 11 ans quand même chez Pompidou. Donc 8 ans chez Pompidou et 2 ans à l'Élysée. Jean-Michel Bruguière, tu vois, et un de mes camarades qui est mort d'une crise cardiaque, non mais ne riez pas parce que ça va faire, non, qui est mort, non parce que ça fait un peu roman noir, mais est mort d'une crise cardiaque dans sa chambre en Afrique, et qui s'occupait du Québec, mais c'était dans les, certainement, bon, un Normandien, hein, Normandien, oui, enfin, j'ai compris après coup même. Et disons, il me dit, écoute, tu es un des seuls, il me recevait chez lui, il me dit, ou à son bureau donc, à la coopération, comme j'allais le voir par sympathie, comme un saint copain, mais sans demander quoi que ce soit, hein, sans demander quoi que ce soit. Et il me dit, écoute, tu ne demandes rien. Tu ne demandes rien. Mais nous, en politique, on est là pour quelque chose, non? On est là pour rendre des services.
Par exemple, tiens, il me dit à ton ami Kadhafi, je me rappellerai de ça, qu'il nous fait encore des embêtements au Tchad. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Oui, tu devrais aller dans un pays arabe, puisque tu es à France, pays arabe. J'étais. Si vous avez 2 minutes, vous allez apprendre quelque chose. Ah ouais. Ah ouais, on peut y aller, Patrick. Alors bon, tu as Bruguière, là, qui était avec Pompidou. Qui est toulousain, comme toi, il était reçu premier à l'école normale, mais il avait 4 ans de plus que moi, vous voyez. Parce qu'on pouvait doubler, tripler et quadrupler la préparation. Vous savez, quand on était dans le lycée de préparation, on pouvait doubler, tripler, quadrupler. Moi, j'ai doublé et triplé. Et on m'a proposé de quadrupler, je suis parti. Bon. C'est ce qu'on appelle le cagne, carré, bica, etc. Bon. Enfin, je suis parti. Alors, il m'a dit, va voir Bruguière, va voir Michel. Mais ça faisait des années. Je savais qu'il était royaliste, voyez-vous, qu'il était monarchiste. Sa sœur était professeure d'histoire du droit. Alors, je vais à l'Élysée. L'autre jour, j'étais devant l'Élysée. Hein, je voulais acheter, et ce que je vous dis, c'est vrai, ça n'aurait pas de sens. Je venais d'acheter, on est entre nous, je venais d'acheter, dans une librairie qui est près de la place Beauvau, mais avant d'aller à Iran, un livre en russe pour le guide suprême, parce que le guide suprême voulait me voir. Non, mais c'est pas, je raconte pas ça pour me vanter, parce qu'il avait trouvé ce que j'avais écrit sur ce qu'il avait dit. Il a un cancer déjà, vous savez, c'est la prostate, je crois. Et il avait trouvé que ce qu'il avait dit sur un de ses discours, disant qu'il fallait connaître l'islam par l'islam et non pas par les journaux, enfin c'est ça quoi, directement et pas indirectement, répondait à ce qu'il disait. Bon. Enfin, et la dame m'a dit, bon, vous avez acheté le truc en russe, etc. Bon, je lui ai dit, oui, j'ai un ami en Iran qui connaît le russe, bon. Mais il l'avait un peu oublié, parce qu'il était, attention, le guide suprême dont je vous parle, qui connaît le russe, il était à l'université Lumumba en 1962. C'est-à-dire, le clergé était à l'époque à gauche. Oui. J'ai rien contre ça, quoi. Il était à gauche. Ouais. Bon, après je vous raconterai une deuxième histoire. Une histoire d'Iran, mais c'est après. Alors, je vais donc à l'Élysée. Je passe devant, l'autre jour, je suis rentré là, j'ai pris le couloir à gauche, puis ensuite c'était au premier étage. Là, je vois Michel, que je n'avais pas revu depuis des années, et donc qui était conseiller de Pompidou. Et il me dit, bon écoute Michel, je viens de la part d'un tel, tout ça, tu sais, il paraît, je voudrais partir en coopération, est-ce que tu pourrais m'aider? Bon, j'étais content, mais ça me peinait un peu, si vous voulez, de demander ça. Bon, enfin, parce que je savais que si je ne demandais pas à être soutenu, je ne pourrais pas l'avoir. Nous étions donc en 70. Hein. Alors, il me dit, bien, on verra, tout ça. Bon, il me dit, je connais quelqu'un, qui est au Quai d'Orsay, un copain à nous, qui a préparé l'école normale, tout ça, tu n'as qu'à aller le voir. Et ne voulant pas le laisser, je ne voulais pas non plus l'importuner dans son travail, l'importuner, je veux dire, le déranger davantage, mais je ne voulais pas partir simplement sur, bon, merci, c'est pas le ticket du casino, vous voyez, merci, j'ai un marchandise, vous voyez. Bon. Alors j'ai voulu lui poser une question politique en général. Alors je lui ai demandé, qu'est-ce que tu penses de l'Europe? Je dis, il va me répondre une question, un truc bateau. Tout ce que je vous dis, Patrick, vous pouvez croire que c'est la vérité. Vous devez croire que c'est la vérité. Et ce moment-là, bon, il y a eu un silence dont je ne me souviens plus. Un silence. Et il m'a dit, il a commencé par me répondre comme je m'y attendais. Tu sais, l'Europe, ça dépend des gens qui la font, tu vois. L'Europe, ça dépend des gens qui la font. Bon, là, j'ai compris après qu'il se souvenait vraiment de moi, parce qu'il a dit, et puis quand on se prend pour le peuple élu, tu sais ce qui arrive. Parce que cette année-là, Pompidou s'était fait chahuter en février à Chicago par les sionistes locaux. Est-ce que vous voyez? Alors, nous allons donc maintenant marcher vers Pompidou. Vous voyez, c'est la marche de Pompidou. Bon. Alors, il m'a dit, tu sais ce qui se passe? Ah ben, j'ai dit, oui, t'as raison. Ça. Oui, et comment? Il me dit ça, écoutez-moi, il me dit ça pas chez lui, pas au bistrot d'en face. Il me dit ça dans son bureau de l'Élysée. Est-ce que vous voyez l'importance quand même de la déclaration? Je peux vous dire que je suis saint d'esprit et que j'ai entendu ça. Quand tu sais très bien qu'est-ce qui se passe quand on se prend pour le peuple élu, m'a dit Michel Bruguière. Regardez sur Internet Michel Bruguière, vous verrez, il a été aux hautes études, tout ça. Bon, il est mort d'une leucémie. Oui, foudroyante. Foudroyante. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Vous voyez la jeunesse, oui, la jeunesse, n'est pas sérieuse. J'ai dit, non mais c'est ça, foudroyante. Il a laissé un enfant, oui, bon, enfin,
Il avait perdu un enfant, puis un enfant. Il aurait pu raconter ses mémoires. Et je vous assure qu'il m'a dit ça. Alors, quand même, je connaissais Michel un peu parce que la Réputation, c'est une famille de Toulouse qui était... Parce qu'il y avait beaucoup de monarchistes à l'ancienne Action française, si vous voyez. Et je revois Michel Arnaud, celui qui est mort dans une chambre au Sénégal. Voilà. Et il me dit, tiens donc, j'ai vu Michel là, et il m'a raconté cette histoire de machin. Mais dis-moi, mais comment on dit toujours que Pompidou c'est l'homme des Rothschild. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah il m'appelait mon petit vieux. Ça n'a aucun caractère. Et mon petit vieux, quoi. Avec mon petit vieux, avec toujours c'est drôle. Je le voyais comme à Louis Grand. Et il me dit non, il m'a dit c'est que Pompidou, c'est que les De Gaulle ont une fille qui est mongolienne. Vous savez ça? Les De Gaulle, il a un fils qui s'appelle Philippe, qui porte le prénom de qui? Alors, élève Jean-Philippe, voyons. Élève Jean-Philippe, eh bien, il est nul, là. Eh bien, il porte le nom de Philippe Pétain, puisque c'est Philippe qui était l'instructeur du maréchal. Ben oui. Ah oui, c'est un parrain. Il a dit que non, mais c'est un parrain. Vous voyez, on arrive même à dire que non. Mais c'est un parrain. Oui, c'est un parrain maréchal. Ah, il n'a pas envoyé de télégramme à Roosevelt, vraiment. Non, mais bon, ça me fait. C'est là. Vous voyez, ce que je reproche, moi, je veux dire, bon, maintenant que je suis quand même plus près de la fin que du commencement de ma vie, mais je reproche aux Français, disons, historiques, parfois un côté un peu ridicule, vous voyez, je sais pas. Et il y avait des gens qui se faisaient tuer pour les uns pour les autres. On n'envoie pas un télégramme de félicitations, même si on mange de l'allemand toute la journée, non? Vous voyez? Vous êtes bien d'accord? Il y a une question, comment vous dire? C'est pas d'honneur, de pudeur, mais je sais pas comment dire, quelque chose qui est entre les deux, vous voyez? Quelque chose de... Je sais pas, il y a un honneur, si, un peu, on ne dit pas. Parce qu'on a une image, si vous voulez, il y a une image qu'il faut conserver de soi, vous voyez? Enfin, bref. Et alors il me dit, il y avait quelqu'un de l'école normale, parce que vous savez qu'en France, l'école normale supérieure, c'est vraiment, c'est vraiment, comment vous dire, la maçonnerie intellectuelle. Et il m'a dit, il y a un gars qui était un diplomate, je ne me rappelle plus le nom. Il a dit, non, mais je connais bien, moi je vais partir. Il s'occupait, dans ce diplomate, s'occupait de la maison que les De Gaulle avaient fondée. Les De Gaulle avaient, comment dire, pour loger leur fille. Leur fille est morte, je crois qu'elle est morte, hein, je me trompe, hein, mais je crois qu'elle est allée jusqu'à l'âge de 20 ans par là. Hein. Les Mongoliens allaient à cet âge-là, en général, vers 18-20 ans. On en employait beaucoup dans les campagnes, ils étaient forts, vous savez. Les Mongoliens, vous le connaissez, des forces, oui. Ouais. Et alors, le gars dit non, je ne vais pas m'en occuper. Elle a dit, mais qui c'est qui va s'en occuper puisque vous êtes parti? Il dit, écoutez, moi je connais un type très bien, oui, je connais un type très bien à l'école normale, un bon copain, qui lui n'a aucun passé politique. Oui, le frère de Pompidou. Pompidou n'a jamais fait de résistance, puisque le capitaine Pompidou, qu'a très bien connu Antony, était un capitaine de la LVF, de la Légion des volontaires français. Et qu'il a continué son activité, c'est pour ça que Pompidou a dit, à propos du procès Barbie, il ne faut pas ressortir les haines familiales. Est-ce que vous voyez? Mais Pompidou était déjà atteint, vous savez, bon, vous savez qu'il était... Alors, il m'a dit, je connais un type Pompidou, mais comme a dit Madame de Gaulle, comment va-t-on le payer? Parce qu'il peut se mettre en disponibilité. Vous savez, quand vous êtes dans l'enseignement, vous vous mettez en disponibilité. À ce moment-là, il faut être payé. Il dit, mais alors comment va-t-on le payer? Et le gars a répondu, c'est ce que m'a dit Arnaud, qui était le breton, vous savez, bon, enfin, c'était pas la peine. Le breton, il a dit, eh bien écoutez, vous avez un Rothschild, il fait bien partie de votre association, et vous n'avez qu'à dire qu'il travaille chez Rothschild. Vous n'avez qu'à lui faire un poste fictif chez Rothschild. C'est comme ça que De Gaulle a eu un poste chez Rothschild, mais c'était un poste fictif. Mais pour se faire élire, qu'est-ce qu'on a dit? Il fallait dire que c'était l'homme des Rothschild. Oui, est-ce que vous voyez? C'est pour l'élection. C'est le Canard enchaîné qui a fait la campagne électorale, la campagne de dénigrement de l'homme des Rothschild. Vous savez, écoutez, le Canard enchaîné, vous avez les frères les Bakri qui écrivent. Vous savez que les Bakri, c'est la fameuse famille qui appelait les Français en Afrique du Nord. Vous savez ça? Vous savez ou non? Ah ben si, c'est ce qu'on appelle le Bakri, qui écrit maintenant, il est mort, je pense qu'il doit être occupé à construire un tunnel quelque part. Non, non, mais c'est très mauvais, c'est très mauvais. Eh bien, Bakri, les frères Bakri, qui étaient français depuis l'occupation de la Toscane par Napoléon, vous ne connaissez pas cette histoire-là?
Eh bien, c'est-à-dire que, bon, nous avons fait la guerre à l'Allemagne, on le fait, on le fait régulièrement. Hein. Bien, alors on l'a fait la guerre, à de directoire. Seulement les Allemands, quand c'est Staline qui le dit, c'est bien, quand c'est les Allemands qui font, ils brûlaient les récoltes pour pas que les Français mangent. Alors on s'est dit, c'est Garaudy qui avait dit, on s'est dit, eh ben, il faut aller chercher le blé là où il est. Où c'est qu'il y avait le plus de blé? En Algérie. À l'époque. Hein, vous voyez, en Algérie. On est allé chercher en Algérie. Alors il faut un intermédiaire quand même, hein, Mercure, comme on dit, hein, intermédiaire. Alors, l'intermédiaire, c'est des gens avec qui, c'est Enrico Macias, quoi, c'est eux qui étaient là. Alors, ceux qui ont proposé le blé algérien, ce sont les Bakri, les frères Bakri de Toscane, les Italiens, des Juifs italiens, qui étaient en Toscane. La Toscane, avec les maçons de Toscane, était devenue pro-français, vous savez, sous le directoire, pas sous Napoléon, hein, le directoire. Hein. Et on dit, on va vous négocier ça. Les Français ont payé, mais le Dey d'Alger n'a jamais vu le blé. C'est l'or républicain, si vous voulez. Et on n'a jamais vu le blé. Il n'est pas arrivé. Alors que faisaient les Bakri? Les Bakri organisaient le piratage. C'est-à-dire qu'ils faisaient venir un bateau, assurer le bateau, faisaient couler le bateau et toucher l'assurance entre Paris et Alger. C'est ça la véritable, piraterie algérienne. Non, mais écoutez, il y a de quoi. Bon, il y a de quoi devenir dingue, si vous voulez, non? Écoutez, un jour, un type dit, basta, arrêtez. Et un type dit, arrêtez. Et c'est le Bakri que vous avez dans le Canard enchaîné, voyez. Voilà. Et vous savez, quand les Français sont arrivés, on a organisé une grande expédition générale. On a pris le trésor du Dey d'Alger, ça vous le raconterai, Salim, hein, qui était 50 000, je crois, francs or, à peu près, je crois que c'est 50 000 francs or, qui a payé à peu près l'expédition. C'est-à-dire c'est arrivé à zéro. Hein. On s'est payé sur place. Voilà. Après, on a raconté, après, évidemment, les Algériens, comme dans la manière arabe, se sont disputés entre eux. Les seuls qui ont résisté véritablement en Algérie aux Français, ce sont les Turcs à Constantine. Voilà. Ils ont résisté jusqu'en 1840-44. Voilà, c'est tout. Et il y a beaucoup de Turcs encore qui sont dans la région. Voilà, c'est tout. Et ça, je voulais vous raconter cette histoire de Pompidou, voyez-vous. Ça m'a été dit à l'Élysée. C'est ça qui est important. On aurait pu dire, oui, c'est un type qui a... Non, il a eu le courage de me le dire, là. Et il avait démissionné quand Edgar Faure est devenu ministre Premier ministre, parce qu'il a dit que c'était un guignol, il ne voulait pas rester avec lui. Et il a fait une thèse sur le budget sous la Restauration. Mais, comment dirais-je, alors, on dit souvent la fameuse loi Rothschild, de 1813. Alors, je peux vous dire, quand même, mais ça, écoutez, prenez-le, j'allais dire là, ne me considérez pas comme jusqu'à présent. Ce que je vous dis, c'est pas que ce soit différent, mais c'est une idée que j'ai pour avoir lu, et ça, je vous conseille de lire, mais justement, le livre est bon, d'autant meilleur qu'on ne le trouve plus, ce sont les mémoires de Couve de Murville. Ah, là encore, je vais vous raconter même comment j'ai vu, parce que j'ai vu Bruguière à l'Élysée, et le seul homme politique que j'ai vu, c'est Couve de Murville. J'ai discuté avec lui pendant une demi-heure, je vais vous raconter vite comment ça s'est passé. Je l'ai fait mettre dans un mémoire à Téhéran, mais je l'ai mis sur mon site, mais j'ai enlevé les notes pour ne pas qu'on recopie. C'est dans les notes. Mais je demanderai à la petite, c'est une Turque, Oskoui, c'est un cours de diététique parce qu'elle grossit comme ça maintenant. Il ne mangeait pas ça, du chocolat, c'est ça. Pour Oskoui, elle parlait bien le français, j'ai tout fait. Je voulais écrire quelque chose sur De Gaulle, vous voyez. J'ai profité qu'il y avait une thèse sur De Gaulle pour dire, écoute, prenez le sujet, sur De Gaulle, je vous le fais et vous le publiez. Alors, le jury était au courant, j'ai eu 19,5, quoi, vous voyez. Mais j'ai fait tout, la virgule, tout. Et, écoutez, oui, parce qu'on dit, il te fait ça, oui, mais vous l'avez sur mon site, et si ça n'avait pas été elle, je ne l'aurais pas fait. Alors, elle m'appelait Ange Professeur. J'ai un ange professeur qui est descendu du ciel, vous voyez, qui est venu. Et, qu'est-ce que je veux dire moi, dans les mémoires de Couve de Murville, je vous expliquerai ce que m'a dit Couve. Là aussi, vous allez être étonné, ce que je vais vous dire, mais étonné. Comme dans l'Élysée. Couve de Murville, disons, dans ses mémoires, dit que la France, après 68, 70, était entièrement ruinée. C'est-à-dire que toutes les économies à nord qu'on avait étaient parties. C'est-à-dire que avant l'arrivée de Pompidou, on était à sec.
Ça s'est passé entre 68, 70, 71. C'est-à-dire que nous avions une encaisse or, on dit à peu près, hein, on avait vraiment un très bon niveau. C'est quand on a eu un bon niveau qu'il y a eu la révolution. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez ça? Et que donc, nous avons été obligés, pour payer les fonctionnaires, pour payer des hauts salaires, que les syndicats, forces ouvrières qui sont des syndicats, vous le savez ceci, des confédérations américaines, plus les soviétiques. Vous voyez, les soviétiques, c'est qui, les CGT? C'est soviétique, oui, voilà, voilà. Alors tout ça se sont conjugués pour faire, en jouant psychologiquement sur le français qui dit, à l'époque il fallait voir les films avec machin, on présentait les patrons comme des salauds, enfin, mais il fallait voir, ils étaient dégoûtants, mais il fallait voir, comment il s'appelle, Michel Piccoli, tout ça, enfin, vous voyez, des types qui étaient, vous voyez un peu cet homme déjà. Ouais, 68, alors, les Charlots, tout ça. Oui, voilà, ça. Et alors, il y a eu énormément de dépenses. Et il a fallu faire des emprunts. Oui. Et ces dépenses ont été poussées, c'est-à-dire que, je veux dire par là que les syndicats ont poussé aux emprunts internationaux. Est-ce que vous voyez? Et que Pompidou a été coincé. Alors, pour l'expliquer, on dit oui, c'est Pompidou, l'homme des Rothschild, il a fait ce qu'on lui dit. Alors, je peux vous dire que, bon, Pompidou n'a jamais existé, si je puis dire, dans la mesure où dès qu'il a pris son pouvoir, il a eu ce cancer, il était devenu avec la, comment on appelle ça, comment on appelle ça? Voilà, c'est sa rétention d'eau. Sa femme était, bon, ce qu'on a raconté sur les scandales, machin, les scandales sexuels, tout ça, de machin, les parties roses, etc., c'était raconté par le Serbe, là, non, enfin, c'est pas que le Serbe soit mauvais, mais disons que là, c'était pas bon. On a compromis, comment il s'appelle? Ah oui, je voulais vous en parler. On a compromis, comment il s'appelle l'acteur qui était, si, l'acteur, comment il s'appelle? C'est Degrelle qui m'en a parlé, l'acteur, mais bon, Delon. Alain Delon. Alors, j'en ai parlé à Degrelle, je dis, quand j'étais à Malaga, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que vous pensez de Delon, d'histoire de Pompidou? Ah, il fallait voir Degrelle. Delon, il était là, Delon. Il était là, Delon. C'est Delon qui m'a apporté un passeport pour que j'aille voir ma fille sur cette terrasse ici à Malaga. Il est venu apporter le passeport pour que Degrelle puisse aller voir sa fille Ça a été à l'initiative de Giscard d'Estaing. Écoutez. Qui présentait la loi. Oui, c'est Giscard qui présentait la loi. Mais c'est-à-dire, les Français étaient coincés. C'est-à-dire que c'était ça ou la Révolution, si vous voulez. Est-ce que vous voyez? Moi, c'est ce que je vous dis. C'était ça ou la Révolution. Parce qu'il y avait le matériel. Bon, vous allez me dire, c'est votre point de vue. Oui, c'est pour ça que je vous dis, c'est un point de vue, disons, un point particulier. Parce que j'ai connu Couve de Murville. Enfin, il faudrait que vous lisiez, que vous trouviez Couve de Murville. Vous faites tout ça sur Internet, sur Amazon. Il explique très très bien la dégradation des finances. Parce que, oui. Pu choisir d'emprunter à la Banque de France, pas sur les marchés. Oui, je sais. Ils auraient pu, mais à mon avis, je crois qu'on était trop bas pour ça. On était trop bas, et que de toute façon, il fallait un emprunt. Et alors qu'on n'avait pas emprunté, je ne crois qu'il n'y a pas eu d'emprunt international il y a eu une dévaluation, mais pas d'emprunt international depuis l'arrivée de Gaulle. Non. Ça, je peux le dire. Et alors, ce que je vais vous dire, c'est vrai qu'il aurait pu faire ça. Oui, ça, je reconnais. Mais je vais vous dire, bon, j'ai connu, comment ça s'appelle, le père. J'ai fait attention un jour au père de Giscard, quand j'avais un camarade, enfin un monsieur qui était un camarade, c'était un vieux professeur qui était né en 1900, mais que j'aimais bien, qui était prof de logique et de philosophie générale. Il y avait à l'époque une chaire de philosophie générale et de logique à la Sorbonne. On était 10 personnes dans l'amphithéâtre, on était 20 personnes, tout le reste allait voir Ricoeur, tout ça. Phénoménologie, tout ça, mais on le sait bien. Et un jour, il m'invite à l'institut pour le voir, et puis je reste dans l'antichambre, vous voyez. Et dans l'antichambre, les gens, non, je m'excuse de me faire le chemin, envoyaient des portefeuilles qui sortaient, des vestes. Oui. Bon, c'est vrai que je me suis dit, tiens, je pourrais regarder ce qu'il y a dans ce portefeuille. Bon. Et pas pour le prendre, bien sûr, par curiosité. Et puis je vois Raymond Aron qui sort, qui prend le portefeuille, vous voyez, tout ça. Et j'aurais pu partir en courant, mais enfin bon, j'ai pas fait, non, c'est pas ça quand même. Et puis je vois arriver le père de Giscard qui m'a impressionné. Alors aussitôt j'ai cherché le père de Giscard, qu'est-ce qu'il avait fait? Impressionné, bon disons, c'était une réunion sur les surdoués, impressionné. Alors j'ai cherché des articles dans Le Temps.
Et vous avez dans le temps, qui était le monde avant, c'est avant le monde, ça s'appelle le temps. Mais comme le temps a collaboré, enfin tout ça, bon, hein, on met le monde. Une critique de l'américanisme en matière financière, ça c'était fort. Malheureusement, je l'ai vu, pas sur le journal, je l'ai vu dans un livre qui était sur les travées de l'université. Je crois que Giscard, si vous voulez, il y avait deux personnages dans Giscard. Il y avait un personnage qui jouait à l'américaine, est-ce que vous voyez, qui jouait à l'américaine, quoi, c'est-à-dire le style, bon, le style dont je joue en français, quoi, ça arrive, ça, vous savez, bon, on le voit dans le théâtre 18e siècle, le type qui rentre, je suis le beau garçon, etc. Aussi, c'est vrai. Oui, bon, c'est vrai, un peu agaçant quand même, vous voyez, car ça dure. Et puis vous avez un deuxième qui était né à Trèves. Lui était né à Trèves. Vous savez qu'il était né en Allemagne. Le père était trésorier à Trèves. Et à Trèves, c'est là qu'il a vu l'occupation française à Trèves. Avec les Sénégalais. Bon, c'est pas attaquer les Sénégalais. Enfin, imaginez les Sénégalais. Bon, c'est pas là. Ça dit, bon, c'est pas la cour de Louis XV. Hein. Ouais. Voilà. Donc, il avait vu ça. Il avait une sympathie pour les Allemands à ce moment-là. Vous voyez, pour ça qu'il y avait cette amitié avec Schmitt. Vous vous souvenez du chancelier Schmitt. Non, chancelier Schmitt, dont la grand-mère était juive, une grand-mère était juive, je crois, dans le et qui avait, pendant la guerre, il avait une fonction, il était pilote de chasse jusqu'à la fin. Ouais. Bon. Bah, évidemment que certains que vous ne voyez pas Hollande, pilote de chasse, je sais pas, enfin, vous voyez, genre d'hommes différents, non? Je parle en anthropologue, hein, vous voyez, comme au musée, vous voyez, ça c'est un type, il avait pilote de chasse. Là, vous voyez, une autre variété en Amazonie, il n'avait pas pilote de chasse. C'est Hollande douce, vous voyez. Non, vous voyez, ça c'est sa copine, vous voyez, c'est là, voilà, c'est différent. Vous voyez, on les a mis à côté, oui, parce qu'ils se ressemblent. Voilà. Bon, et bien. Et alors, donc, oui, je crois qu'il y avait ce côté avec. Parce qu'à la fin, je peux dire que Giscard d'Estaing est tombé à cause de la propagande sioniste, ça j'en suis sûr. Ouais. D'ailleurs, je peux vous dire, non mais ne riez pas, quand je l'ai compris, j'ai fait la propagande pour Giscard, quand je savais qu'il allait tomber. Quoi. Non pas parce qu'il est tombé, mais je savais qu'il tomberait. Et alors, à ce moment-là, quand Mitterrand est arrivé, là, ça a été terrible. C'est terrible. Parce que Mitterrand, je veux revenir sur coup, hein, Mitterrand, pour pouvoir nourrir ses fonctionnaires, je le dis quelquefois dans mes interventions, vous l'avez peut-être entendu, hein, il a emprunté en Arabie Saoudite, c'est tout. Ouais. Oui, il a emprunté de l'argent à l'Arabie Saoudite, et on est des types, on est des débiteurs de l'Arabie Saoudite depuis quand même 1980. Hein? Puis les bons du trésor, maintenant, c'est plus la population française qui achète les bons du trésor, c'est vendu aux Japonais. Oui, c'est ça. Maintenant, oui, c'est vrai, oui. Donc, on est vendu on est vraiment vendu. Alors, bon, j'ai eu, un jour, on m'a dit, quand j'avais fait, donc, comme récompense, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Tu ne demandes rien, qu'est-ce que tu veux? Tu as fait les chaussures de Gaulle pendant 2 ans. Tu fais travailler 2 ans quand même, à peu près 2 ans. Hein. C'est-à-dire, c'est paru en 73, 2 ans après sa mort. 2 ans, j'étais payé quand même 500 francs par mois à l'époque, ça faisait à peu près dans les 100 euros par là, 150 euros. Oui, voilà, 100 euros. Et puis il y avait un type qui était un pasteur protestant qui était à côté de moi, qui travaillait aux archives, qui lui avait eu la trouille d'être fusillé par les résistants, par les gens du colonel Guingouin, à Limoges, pasteur de Limoges. Ah oui. Et il avait ce ton un peu comme les gens de religion, vous savez, un peu onctueux. Ah, il me dit, oh, je vous remercie de m'écouter, il était comme ça, le pauvre, il avait les cheveux blancs. Et alors un jour, on me dit, il faut quand même que tu demandes quelque chose. Ils étaient gênés. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas moi. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas moi. Être conseiller municipal, je sais pas comment. Eh bien, j'ai dit, je voudrais voir Coupe de Murville. Ça m'intéresse cet homme. Alors, je vais voir Coupe de Murville, rue Jean Goujon, à sa permanence électorale. C'est-à-dire, imaginez que vous rentrez dans une pièce de dentiste, vous voyez, vous rentrez, puis la porte s'ouvre, hein, au suivant, et le suivant, c'est moi. Bon, je rentre, il se met devant moi, un type simple, hein, et il se met à parler, bon, il me dit, un peu discours un peu marxiste, vous voyez, c'est-à-dire, la bourgeoisie française a toujours vécu, a toujours été avec l'étranger, etc., tati, tata, tati, tata. Bon, ça durait, je ne me rappelle pas, à peu près une demi-heure par l'entretien, et puis il me dit, oui, ça va être pendant la guerre, vous n'êtes pas au courant de ça, non? Un peu. Eh bien, jusqu'en 1943, c'est-à-dire jusqu'à Stalingrad, quoi. Ah oui. J'étais au Conseil d'État. Vous voyez? J'étais au Conseil d'État. Au Conseil d'État. Avec Michel Debré. Bon.
C'est-à-dire que Michel Debré et Couve avaient prêté serment au maréchal. Maréchal Pétain, évidemment, pas le maréchal Juin. Oui. Maréchal Juin, qui a demandé à sortir du camp, il a quand même demandé, c'est là que le français, aucun Allemand ne ferait ça. Il a demandé à sortir de son camp pour aller combattre avec Rommel les Anglais, est-ce que vous voyez? Je sais pas, on ne dit rien, non? On ne dit rien. Je sais pas, on ne dit rien. On ne dit pas, je veux, pas ça. Ah, je sais pas comment dire, c'est pas normal, non? On ne dit rien, je suis prisonnier, bon d'accord, oui, bon, peut-être qu'ils ne disaient pas du grec, je sais pas, mais on ne dit rien. Alors, voilà. Alors, il m'a dit, j'étais avec Michel Debré. Alors moi j'avais entendu Michel Debré, oui, qui était, vous savez, protestant. Il était protestant, il voulait partisan de natalité, chrétien, tiens. Et bon, c'était bien sûr le petit-fils du grand rabbin Debré, mais ils avaient tous les deux prêté serment au maréchal. Et alors, par l'Espagne, il est parti rejoindre à Gibraltar, et de Gibraltar, il est allé au Caire. Et au Caire, il m'a dit qu'il soutenait, bien sûr, soutenait l'indépendance à l'époque, le mouvement d'indépendance des Égyptiens contre les Anglais. Voilà, voilà, oui. Bon, et alors lui aurait dû être, moi je peux vous dire, parce que j'ai connu bien sûr cette époque-là, c'est lui qui, en temps normal, s'il n'y avait pas eu la révolution de 68, c'est lui qui devait, comme président, succéder à De Gaulle, après avoir été 10 ans aux affaires étrangères. Puisqu'en réalité, le poste de président, c'est un poste de ministre des Affaires étrangères, essentiellement en France. Oui, c'est le Premier ministre qui s'occupe de l'intérieur et le président qui s'occupe de l'extérieur. Enfin, c'était comme ça que c'était conçu. Le président, c'est la France dans le monde. Voyez, il a des orientations, mais c'est le Premier ministre qui est à l'intérieur. C'est la Fabius après. Ouais. Voilà. Et alors Fabius, vous savez qu'on connaissait Fabius, nous, par son père. Vous savez, le père Fabius, c'était un antiquaire très connu, ils étaient deux. Et un jour, je connaissais un je vais raconter quelque chose qui est triste, là, c'est triste. Hein. Ça touche pas Fabius, mais je n'en suis pas sûr. Ça touche un copain à Fabius, il sort de la guerre. Je connaissais un monsieur qui est mort, monsieur le pauvre, il était ouvrier typographe. Et disons, les gens qui venaient dans sa boutique, c'était une boutique un peu d'ésotérisme et de philo. Les types le méprisaient parce qu'on voyait qu'il n'était pas prof, voyez. Et un jour, je vois Yankelevitch sortir, et qui dit comment cet homme-là se prétend libraire, etc., qui était prof de philo. Bon, enfin, qui était évidemment, il ne voulait pas pardonner aux Allemands, tout ça. Et alors, il me dit, vous le connaissez, cet homme, c'est en 70-71. Je lui dis, oui, bien sûr, je le connais, très mauvais caractère, vous savez, il m'a dit, ne vous en faites pas, je lui dis, je ne l'ai pas consolé, mais je lui dis, ne faites pas. Alors, le fait que cet homme avait la réputation de ne jamais parler, il me parlait à longueur d'heure, des heures durant. Oui. Et comment c'est-il qu'il vous parle? Et un jour, il me dit, voyez, monsieur Dortier, bon, alors lui, du point de vue sioniste, machin, moi, à côté, je suis un nain. Lui, c'était vraiment King Kong, enfin, je sais pas moi. Oui, c'est Godzilla. Oui, Godzilla qui vole même. Oui. Et puis, il me dit, voyez, monsieur Dortier, vous savez, de ces gens renfermés, un type, voilà, son père, c'est une famille de Berlinois, venus dans le Jura, des horlogers. Bon. Et un bon peintre, un très bon peintre. Hein, et il lisait toute la journée, il lisait des philosophes de Schiller, etc. Et puis il me dit, voyez là-bas, vous voyez, il y a des pieux qui sont dans le sol là-bas. Alors j'ai dit, oui, en effet, je vois des pieux dans le sol, oui. Et là, avec une expression qui est une expression terrible, enfin, qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, je sais qu'on... Il a dit, c'était un juif qui était là-bas. Un air de dire comme dans Shakespeare, vous voyez. C'était un juif qui était là-bas au fond, vous voyez. Et je lui ai acheté, en 1939, le fonds de commerce. Hein. Et puis en 1940, il est venu me voir. Non, il m'a jeûné. En 1942, il est venu me voir. Il m'a dit, est-ce que je peux utiliser le fond là-bas, parce que j'ai encore des machines, pour faire du textile? Alors il a dit oui, faire du textile. Et puis la femme de Madère, s'appelle Madère, Alfred, il dit aussi Alfred également, et il dit, dis-moi, fais attention Alfred, parce que je l'entends dire ça, hein, parce que j'ai vu un camion l'autre jour qui s'arrêtait, et puis des types qui sortaient pour charger les balles de vêtements.
Et puis, il y en a un d'eux en civil, quand il a, vous savez, quand on fait le mouvement de sortir les balles, il y a son veston qui est civil, qui est sorti, et j'ai vu un ceinturon de l'armée. Fais attention, il doit travailler pour les Allemands. Bon, le juif revient, arrive la fin, 44. Hein. Le juif qui revient, écoutez, on s'est toujours bien entendu. Oui, vous voulez qu'on joue la paix? On s'est toujours bien entendu, hein, non? Jean-Philippe, ça a marché, hein? Ouais, on a entendu. Alors, je ne voudrais pas qu'il y ait d'histoire, hein. C'est normal. Quand on s'entend bien, il n'y a pas d'histoire. C'est bien d'accord, puisqu'on sait le faire. Bon. Alors voilà, écoutez, bon, il faudrait qu'on arrange ça parce que je vous ai vendu. Ah oui, voilà. Entre-temps, quand il voit sur les Allemands, il va voir le directeur de la librairie, lequel a été fusillé en 1945. Le directeur de la librairie, un Français, qui dit méfie-toi, ce type-là travaille avec les Allemands, c'est un type très dangereux, c'est un type machin, etc. Méfie-toi. Fusillé ou assassiné. Et alors, il revient, et Madère prend bien soin de ranger tous les papiers, tout ce qui le concernait, il est un type très soigneux. Et arrivé la libération, le type dit, vous savez, je vous ai vendu sous menace d'invasion. Parce qu'il y avait un effet, si vous, tous ceux qui avaient acheté à partir de telle date, c'est-à-dire vous achetez par exemple, mettons en mai 40, en mai 40, hein, en mai 40. Non, non, en 39, à partir de telle date, novembre, on déclare par la suite que la France était en menace d'invasion. Donc, les avocats font dire que la personne a été forcée de vendre pour ne pas être victime de l'ennemi. Alors, ça tenait puisqu'on disait que les Allemands étaient contre, etc. Mais Madère avait bien pris soin, 15 jours avant, il avait vendu. Le type a dit, bon, il n'y a pas de problème, on s'en va. Il me dit, j'ai un camarade qui habitait rue de Seine, il avait acheté très cher la librairie en 1939. C'est un copain à Fabius, c'est ça, copain à Fabius. Le type est rentré en 1944, parce qu'attention, le rachat, c'est-à-dire on reconfisque. Est-ce que vous voyez? On lui a reconfisqué la librairie, et le type s'est suicidé. Et c'est dans cette même librairie que l'assassin a trouvé une machine à écrire de Pascal. Une machine à écrire qui a été un prix d'or. Pour dire, il y a un diable qui s'occupe des gens. Voyez, voilà. Et c'était ça, c'est comme ça qu'ils ont fait la fortune. Le Kurfürstendamm, qui est le théâtre des Champs-Élysées, des Champs-Élysées berlinois, ça veut dire le quai des princes. Hein. Kurfürst, c'est-à-dire prince électoral, Damm, c'est comme Amsterdam, c'est le quai. Bon. En 1934, 35, 36, les Allemands ont dit, bon, les Juifs ont dit, écoutez, on peut partir en Palestine. En fait, c'était pour partir aux États-Unis. Hein. Je lui signale. Est-ce que vous pourriez nous payer le voyage, hein, puisqu'on est gêné ici, etc. Les Allemands leur achètent le magasin, leur paient l'installation en Palestine, c'est ce que je veux dire, et en 1945, ils reprennent. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne sais pas si vous voyez un peu le... Hein, c'est comme moi, je reviens chez moi. Hein, voilà. Alors, bon, ils se prennent pour des gens très intelligents de faire ça. Est-ce que vous voyez? Évidemment. Comment dire? Bon, vous ne pouvez pas l'expliquer. Je peux l'expliquer à des amis, mais si je l'explique à quelqu'un d'une préfecture, que je veux que ma fille soit dans une préfecture, j'ai pas de fille, enfin, mais j'imagine, voyez-vous, bon, évidemment, je ne raconterai pas cette histoire, surtout en rigolant. Hein? Non, amenez-moi un mouchoir, je rigole trop, vous voyez. Non, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, c'est ça. C'est comme, vous voulez des histoires, c'est pas ni queue ni tête, mais nous avons chez nous à Toulouse nous avons un archevêque, hein, qui était juif, hein, et un jour il a fait une enquête, il a parlé dans un journal en disant, j'ai quitté l'Allemagne en 1930, voilà. J'ai quitté l'Allemagne parce que je voulais apprendre le latin. Je sais pas, c'est un peu comme vous quittez l'Espagne parce que vous voulez apprendre l'espagnol, est-ce que vous voyez? C'est impossible, puisque nos meilleurs livres, c'était les livres allemands de Leipzig, la collection de Teubner. Eh bien, c'est passé. Alors, s'ils peuvent parler à ce niveau d'intelligence, c'est qu'ils savent qu'ils dominent. Est-ce que vous voyez? Vous comprenez? C'est qu'ils savent qu'ils n'ont pas de résistance. Ou que le gars s'autocensure. Vous voyez? Et, oui. Voilà.
Voilà, voilà. Et c'est une... Et jusqu'au jour après, il ramasse les pauvres. Force à force. À force, oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé encore? Oui, je voulais vous raconter cette histoire de librairie, l'histoire donc de l'Élysée. Ça, je vous donner le nom, c'est Michel Bruguière, oui, qui a écrit des choses là-dessus. Lui a été 10 ans chez Pompidou. Ouais, 10 ans chez Pompidou. Vous avez parlé de Kadhafi à un moment. Oui, alors Kadhafi était. Alors Kadhafi, d'abord, vous avez Kadhafi version Alfred Fierro, version catalane. La crème catalane, il y a le Kadhafi catalan. C'est bon. Alors, Fierro avait donc épousé une fille du Tchad, Kaltouma. Il a épousé toujours Kaltouma. C'est un garçon qui avait un destin, il voulait avoir un fils. C'est normal. Bon, il a 10 enfants, 8 enfants, il n'a que des filles. Ça, c'est, bon. Oui, c'est bien. Oui. Bon, ça s'explique astrologiquement certainement, mais disons qu'il n'y croit pas, donc c'est pas la peine de chercher. Oui, c'est une opposition Vénus, je ne me rappelle pas, il y a un truc qui est... Ça peut être brisé par... c'est pas sûr, parce que dans les campagnes, on disait, c'est avéré, ceci, lorsque vous avez un enfant, si ça se passe avant la pleine lune, je crois que l'autre enfant est du sexe opposé. Voilà, c'est ça. Si ça se passe à la veille d'une pleine lune, voyez, ou d'un quart, je ne me rappelle pas si c'est la demi-lune ou quart de lune, c'est ma grand-mère qui dit ça, vous avez le sexe qui diffère, c'est-à-dire vous avez donc une influence lunaire, voyez-vous. Alors il est possible qu'il y ait quelque chose à peu près. Il s'est intéressé au Tchad, parce qu'on l'avait amené au Tchad, comme il était quand même sorti de l'école des chartes, pour s'occuper des archives. Aux archives du Tchad, il y avait ça, quoi. Il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait rien, il y avait même pas mon bouquin, il n'y avait rien. Alors évidemment, il sortait, puis une fille lui a dit, bon, je vais faire une promenade, je vais faire une promenade. Elle était stérile, en fait, elle n'était pas, enfin bon, c'est du mariage. Avec 8 enfants, oui. Bon, ça fait une histoire à la Rabelais. Et Alfred a négocié, comme il était donc, a négocié les accords, pas des accords, mais disons, à négocier, enfin, à participer aux négociations des Tchadiens avec Kadhafi. Et comme les Kadhafi, enfin, les Libyens avaient trouvé que c'était très bon, il avait demandé est-ce que vous pourriez aussi travailler pour nous pour la négociation. Donc il a bien connu les deux côtés. Et ayant cherché, il prétendait que Kadhafi était le fils, oui, d'un Corse, qui ensuite est tombé en Russie. Donc Kadhafi est un an de moins que moi, 42. Donc oui, 42. C'est-à-dire alors que sa mère appartenait à une tribu berbère, qui n'est pas exactement la même berbère que j'ai vue tout à l'heure. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, je recommence, non? Oui, c'est-à-dire que c'est une berbère un peu, oui, enfin, oui, qui ne parle pas forcément l'allemand et le russe, vous voyez, voilà. Enfin, voilà, vous avez compris. Oui, voilà, vous avez compris. Bon, bien. Et alors, voici, donc l'histoire de Kadhafi. Et alors, on pense que celui qui est le père de Kadhafi, c'est celui qui a le nom, il m'avait dit que c'est le nom de la base aérienne en Corse, je ne sais pas si vous connaissez, une base à Ajaccio, qui est le nom de Costanza, un nom comme ça, non? C'est pas ça, Costanza? Costanza, c'est ça, c'est Costanza. C'est Costanza, c'est ça. Ce serait lui le père de Kadhafi. Ouais. Oui. Oui, oui, c'est ça. Ah oui, il paraît que c'est évident, que c'est le même passé, c'est ça? Ouais. Alors le père ensuite est revenu donc parce que ce qu'on appelle les batailles, écoutez, la bataille de Koufra, après la bataille de Koufra, comment ça s'appelle, à la bataille qui a donné le pont de Paris là, de Bir Hakeim, je le prononce à l'arabe, de Bir Hakeim. Bon, ils ont attaqué des Italiens qui étaient déjà disposés à la retraite. C'est-à-dire que, non mais c'est ridicule, enfin il y a eu des morts, mais je veux dire que ça n'a pas de sens. Mais tout le monde le sait, ça dans les écoles militaires. Voyez. Alors, il est parti, donc Kadhafi est parti là, et je crois qu'il a été, oui, bon, qu'est-ce que vous voulez? Bon, bien sûr, je comprends, même du point de vue maternel, enfin, ces déviations, tout ça, il était, bon, bien sûr, il est tombé parce qu'il voulait changer de monnaie, quoi, c'est ça. Oui, c'est tout, bien sûr, c'est pour ça. Oui, alors, le problème, là où l'homme que j'ai estimé, écoutez, je le dis, même si ça vous surprend, mais si ça vous surprend, je vous explique. Hein. L'homme que j'ai estimé, et ce n'est pas le cas je ne dirais pas tout de suite comme ça à Salim, dans cette affaire-là, je ne sais pas ce que dire, en Italie, bon, ouais.
C'est lui que j'ai estimé. Non, c'est ce que j'ai estimé, oui, parce que, disons que, vous savez que l'Italie a beaucoup donné. Vous savez que quand il y a eu l'affaire de Libyenne, les Italiens avaient beaucoup donné de crédit, hein, vous savez ça, pour les constructions d'autoroutes, de choses comme ça, à la Libye. Mais ce qu'on ne sait pas, et que j'ai vérifié moi à l'époque, parce que je le soupçonnais, mais j'ai regardé ça dans la presse allemande de l'époque, c'est que les Allemands, à coups de milliards, ont fait tout le système hydraulique d'irrigation du Sud. Évidemment, on n'en parle pas. Voyez. Non, c'est Kadhafi qui l'a fait par les Allemands. Je parle de la Libye, hein. La Libye. Et évidemment, ce qu'il a fait en Afrique était remarquable, hein, ça c'était vrai. Et je veux dire, oui, mais c'est pour ça, c'est-à-dire que cette guerre-là, comme la guerre de Syrie, en Syrie également, les Allemands ont beaucoup donné, comme la guerre d'Ukraine, c'est aussi une guerre contre l'Europe. Est-ce que vous voyez? Vous comprenez pourquoi? Évidemment, Berlusconi a joué un grand rôle, c'est-à-dire que Berlusconi, c'est un type qui fait le guignol, mais qui n'est pas un guignol. Et vous savez comment je l'ai connu, je l'ai compris? C'est quand il a reçu à la maison de Mussolini. Hein, vous savez que la maison de Mussolini qui est sur la grande maison qui est sur la Plaza Venezia. Ouais, vous savez, ça est transformé en musée de la... Comment vous appelez ça? Un musée de la... Je sais pas, c'est ma génération, la musée de la Shoah, enfin, c'est ça. Ouais. Non, mais pour moi, la Shoah, c'est Bach, ma Shoah demeure. Non. Vous savez que je sortais ça au lycée, que ma Shoah demeure. Oui. Bon, enfin, oui. Je le sortirai moins maintenant, vous voyez, parce que maintenant j'aurai un procès. Oui, ouais. Oui, ma Shoah demeure me rappelle. Alors, avec l'accent ariégeois, parce que j'étais prof à Pamiers, hein, c'était mon dernier poste. Oui, et alors, il a reçu quand même toute la communauté juive là-bas. Et il leur dit, devant la communauté juive, oui, c'est terrible ce qui vous est arrivé, tout ça. Mais il faut quand même reconnaître que Mussolini a été un grand homme, qui a fait ceci, qui a fait ça. Vous trouvez un type qui vous dira, il faut reconnaître que c'est là. Vous savez, que Laval a fait les essais de sécurité sociale, non? Non, je ne sais pas, c'est aberrant. Et là, parce qu'en Italie, le poids de l'État est moindre. Vous avez plus d'activités, si je puis dire, individuelles. Vous comprenez? Oui, et ça rejoint ce que je disais Nietzsche tout à l'heure en disant qu'il ne faut pas avoir un modèle. Il parle du monstre froid de l'État, vous voyez, ouais, évidemment qu'on peut toujours ne pas vouloir comprendre les choses, mais comment dire, quand les rapports reposent sur la confiance ou sur une pression personnelle, vous n'avez pas besoin de pression de fonctionnaires de l'État. Est-ce que vous voyez? Alors on dit évidemment vous avez de la corruption. Vous savez qu'il y a de la corruption, mais je reconnais qu'en Italie, le grand avantage du point de vue social quand même, c'est que vous ne trouvez pas des gens où on peut arriver plus ou moins, mais à employer, même au noir, quelqu'un. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vie plus digne en étant employé quelque part au noir que comme le garçon qui a chez moi déménagé, qui est licencié d'histoire avec une maîtrise. Hein, il a un enfant. Il a 27 ans, il n'a jamais travaillé. Bon, comme c'est un garçon équilibré, etc., mais c'est déshonorant. Je ne veux pas dire, oui, c'est déshonorant, c'est-à-dire, il peut de moins en moins travailler, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, on l'handicape, si je puis dire. Vous comprenez? Il n'a pas les mêmes réflexes, il n'a pas le même idéalisme, si vous voulez. Vous comprenez? C'est ça. Et voilà, et on encadre, Et alors, c'est pour ça que je vous dirais que, moi, ce que je crois, c'est que la zone euro que nous allons connaître 2 zones euro. Vous savez, le largage, vous savez, c'est comme le largage, le SAS 1, le SAS 2, le SAS 3. Le premier SAS 1, vous aurez 2 zones euro, vous voyez, et vous aurez une grande part de l'Italie qui ça. Fierro m'a dit, au Moyen-Âge, bon, je ne discute pas sur le Moyen-Âge du 8e siècle, hein, au Moyen-Âge, mettons, ou à la Renaissance, si vous voulez, vous avez un axe. En Europe, ça va de la Hollande, il me disait, à l'Italie du Nord. Hein, ça fait cet axe-là. L'économie tournait autour. La France était considérée comme un pays de juristes, essentiellement, vous voyez, dans lequel on vivait beaucoup d'impôts, des choses comme ça. Il y avait de l'artisanat, mais très peu, c'était surtout la campagne. L'artisanat était au centre. Pourquoi Luther a-t-il du succès? C'est parce que les Dominicains demandent de l'argent. À qui ils demandent de l'argent? Aux artisans, ceux qui ont de l'argent. Vous voyez? Ils ne demandent pas aux Français, hein, ils demandent là-bas.
Vous comprenez? C'est-à-dire que, je veux dire, le premier motif économique, c'est ça. D'où l'histoire de Hansa, etc. Enfin bon, beaucoup d'histoires. Vous voyez? Après, ça s'est compliqué, bien sûr. Après, ça s'est compliqué. Mais disons, le grand effort, la grande lutte anti-fiscale, si je puis dire, est venue des pays qui formaient l'axe, justement, de cette Europe-là. Qui marche, qui va jusqu'à l'Italie du Nord, qui va jusqu'à Rome. Rome étant le Sud, si vous voulez. Je ne dis pas que le Sud ne vaut rien, pas du tout. Parce qu'au contraire, le Sud a été animé, par exemple, le grand royaume de Naples et la Sicile elle-même, si vous y allez, vous savez, ils disent que le pays s'est appauvri lors de l'unité italienne, vous savez ça. Mais en fait, quelles sont les familles qui sont là-bas? C'est des familles autrichiennes. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on les a cassés. C'est la maçonnerie du Nord qui les a cassés, voyez. Et c'est pour ça que, alors, résultat, ces gens qui sortaient de chez eux sont partis aux États-Unis, voyez. On formait la mafia aux États-Unis, ça a été une conséquence. Et vous savez, le truc horrible, c'est que cette mafia est revenue en 1943 lors du débarquement en Sicile. C'est-à-dire qu'on a réanimé la Sicile de l'intérieur. Vous saviez ça? Ouais. Les types ont été tirés dans le dos. Alors on raconte, les Italiens sont des guignols. Quand on voit, quand même, comme disait Anthony, quand il avait vu ça lui-même, on a vu la défaite de 40, les officiers français qui partaient avec leurs copines, qui partaient le plus vite possible en abandonnant leurs hommes. Enfin, je veux dire, ça s'est jamais vu là-bas, en Allemagne. Bon, il y a peut-être eu un cas, mais là il m'a dit, c'était tout le monde partait. Tout le monde partait. Et alors, quand on a occupé l'Allemagne, on a encore été plus ridicule. Vous savez pourquoi? C'est des copains d'Heidegger qui m'ont dit ça, qui ont dit à un prof qui me l'a redit. Le prof qui était, enfin, pas homosexuel, c'est que quand on a occupé l'Allemagne, on ressort, pour revenir en France, on prenait la tuyauterie. Parce qu'on n'avait pas les salles de bain. Alors on partait avec la tuyauterie. Non mais imaginez que les Allemands ici soient partis avec la tuyauterie. Vous n'êtes pas petite, non? On est parti comme ça. On est parti parce qu'il y avait, en général, ceux qui étaient dans l'armée d'occupation, vous voyez, bien sûr des cadres, c'était des gens qui s'étaient imposés militaires, qui n'avaient aucune formation. C'était des types de basse catégorie. Je veux dire au niveau du sergent, au niveau des premiers grades, voyez-vous. Alors, ils faisaient venir leurs copines, vous voyez, et on va aller en Allemagne, c'est à l'œil. On vit à l'œil. Oui, on vit à l'œil. Bon, on vit à l'œil, alors on arrive, alors, à côté de chez Heidegger, c'est là qu'ils sont partis avec les tuyauteries de la salle de bain. Donc, je veux dire, imaginez, c'était quand même déshonorant, je veux dire, de partir. Bon, on n'a qu'à se construire une salle de bain chez soi. Ils sont partis avec le matériel, voyez. Et les Allemands le savent. Ça, quand vous dites, alors ça s'est passé comment? Voilà, oui. Je sais pas comment ça s'est passé. C'est passé comme ça. Voilà. Alors chez Heidegger, ils ont amené, bon, c'était d'accord, pour l'emmerder, excusez le mot, ils ont mis un gars avec son chien, voyez, qui aboyait tout le temps. Ouais. Ça, c'est Jaspers qui l'a fait mettre. C'est par un nommé Biro. Ouais, vous savez. C'est écœurant. On est petit. Est-ce que vous voyez, c'est petit. Il vaut mieux assassiner quelqu'un, c'est plus grand. Non. Non. Ou comme les Borgia. Mais on ne peut pas entre la salle de bain et le clébard. Non. Non, vous ne trouvez pas? Non, c'est pas vrai? Ah si. Et pour Heidegger, oui, il était. Et alors, quand même, il nous pardonnait. C'est là qu'ils sont grands. Il nous pardonnait. Un jour, il est venu. Il y avait une conférence sur lui. Sartre était allé le voir. Quand il avait vu, il avait dit dans son journal, publié dans le Figaro, j'ai vu un type, finalement, ce n'est qu'un paysan. Hein, voyez, ce n'est qu'un paysan, voilà. Et il a dit, j'ai jeté par les fenêtres le bouquet que les filles m'avaient envoyé, les fillettes m'avaient, comment on appelle, présenté à la gare, voyez, à la gare de Meskirch. Voilà, vous voyez, c'est, bonsoir, merci bien. Revenez demain, non? Oui. Ah ben alors je suis content d'avoir parlé un peu alors sur l'Espagne. Merci, à bientôt, on se reverra. J'espère. Inch'Allah. Et oui, voilà. Donc, vous voyez, des choses comme ça. Oui, je vais vous dire qu'un dernier truc, quand on a fait l'occupation, on a imposé des programmes de français supérieurs aux programmes d'allemand. On a diminué les cours d'histoire allemand au profit d'histoire française. Alors c'est pour ça que vous aviez, dans ma génération, toutes les filles et les garçons français parlaient allemand dans les zones d'occupation. Mais écoutez, est-ce qu'on l'aurait supporté? Ça, attention, pendant combien de temps d'après vous? Attention, la première occupation française de l'Allemagne, française, anglaise, américaine, 1919-1931. Quand j'étais avec Fierro à la Bibliothèque nationale, j'ai vu encore, en 1930, des types passer, c'était marqué dans un journal, les types passaient sous l'occupation française au tribunal, payer une amende, parce qu'ils n'avaient pas salué le drapeau français. En 1931,
Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire 2 ans avant qu'Hitler arrive au pouvoir. Oui, c'est une humiliation. Et qui est ridicule. Parce que vous savez que... Alors, ridicule. D'autant que les Allemands, jusqu'à ce qu'il y ait la crise en 29, c'est eux qui payaient le budget français. C'est-à-dire, quand il y avait un trou dans le budget, on n'allait pas chercher le crédit. On dit aux Allemands de vous rallonger. Seulement, quand il y a eu la crise en Amérique, ils n'ont pas pu le faire. C'est pour ça que le Parti communiste n'a commencé que tard. Parce qu'avant, on avait le règlement. Voilà. Ça, c'est marqué. Ça, c'est connu. C'était connu avant. Vous voyez? Voilà. Ça, oui, c'est quelque chose d'horrible. Mais tout ça, c'est pas la peine d'aller à la doctrine des Akashas, la doctrine de la mémoire. C'est la mémoire, on le sait. Le nombre de kilomètres, je crois que c'est en 3-4 kilomètres, je crois, les archives des expulsés d'Allemagne, des expulsés des territoires de l'Est, ça fait 3-4 kilomètres d'archives, je crois, en Allemagne. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous vous rendez compte, 3-4 kilomètres d'archives? Oui. Je me rends compte aussi que là j'ai parlé de plus de 3-4 kilomètres. Je vais vous laisser écouter. Vous êtes vraiment, écoutez, c'est gentil. Je vous applaudis vous, parce que vraiment, je vous remercie.